Le soleil implacable de juillet écrasait de ses rayons ardents Saint-Sauveur, une bourgade isolée perdue au milieu des étendues sauvages du territoire de l'Ouest en cette année 1876. La poussière tourbillonnait sous le vent sec alors qu'Antoine Rochefort, un éleveur de 40 ans aux traits burinés et aux mains calleuses, remontait la rue principale sur sa jument alezane. Son domaine, le ranch des Cèdres, avait prospéré au fil des ans grâce à un labeur acharné et une détermination sans faille, lui qui était arrivé ici 15 ans plus tôt avec rien d'autre que des rêves en poche. Alors qu'Antoine approchait de l'épicerie générale pour récupérer ses provisions mensuelles, une agitation inhabituelle près du saloon attira son attention. Une foule s'était massée autour d'un chariot bâché, près duquel un homme vociférait. Ce qui capta le regard d'Antoine fut la silhouette d'une jeune femme, âgée d'à peine 20 ans, assise au bord du chariot, des chaînes entravant ses chevilles. « 500 $, hurlait l'homme d'une voix rauque, empreinte de désespoir. « 500 $ pour cette fille maudite. Elle n'apporte que le malheur. Je ne peux plus le supporter. » Antoine mit pied à terre et fendit la foule de badauds. Le regard de la jeune femme croisa ses yeux d'un bleu profond. On y lisait un mélange de défi et de résignation. Ses cheveux bruns étaient emmêlés, sa robe déchirée et souillée, mais elle conservait une dignité frappante malgré l'humiliation de sa situation. « Bon sang, qu'est-ce que vous fabriquez ?» tonna Antoine en faisant face à un individu. « Je m'appelle Gaspard Veyne, » répondit l'homme, la sueur perlant sur son front. « Et voici ma sœur, Élise. Elle est maudite, je vous dis. Depuis la mort de nos parents, la malchance nous colle à la peau. Les récoltes ont pourri, le bétail a péri, ma femme est tombée malade. 500 $ et elle est à vous, avec les chaînes. » Le shérif, un homme corpulent nommé Bastien, se tenait à proximité, l'air visiblement mal à l'aise. « Il n'y a aucune loi contre la vente de contrats de servitude, Rochefort. C'est une affaire de famille, comme on dit. » Antoine observa Élise plus attentivement. Sous son apparence négligée, il percevait une vive intelligence et une subtile fierté dans son maintien. Quelque chose en elle remua sa conscience. « C'est de la barbarie, » murmura Antoine. Prenant une décision qui allait bouleverser son existence, il plongea la main dans sa poche et en sortit une bourse en cuir. « Je la prends, pas comme propriété, mais comme gouvernante pour mon ranch. Je vous en donne 300, pas un sou de plus. » Les yeux de Gaspard brillèrent de cupidité. « 400, 350. » « Et je ne vous signale pas pour trouble à l'ordre public et cruauté, » rétorqua fermement Antoine. « Marché conclu, » cracha Gaspard en arrachant l'argent qu'Antoine comptait. Il lança une petite clé en fer vers l'éleveur. « C'est votre problème maintenant. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu pour la malédiction. » Alors qu'Antoine déverrouillait les entraves, Élise frotta ses chevilles rougies et écorchées par le métal. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement, d'une voix étonnamment mélodieuse malgré sa rossité. « Personne ne mérite d'être traité comme du bétail, » répondit Antoine en l'aidant à descendre du chariot. « J'ai un ranch à 15 kilomètres d'ici. Vous aurez votre propre chambre, des repas décents et un salaire juste pour un travail honnête. » Élise l'examina avec méfiance. « Et qu'attendez-vous en retour, monsieur Rochefort ?»« Seulement ce que j'ai dit. Tenir la maison, cuisiner peut-être. Rien de plus, » l'assura-t-il, comprenant ses craintes. « Vous avez ma parole. » Lorsqu'ils quittèrent la ville, Antoine sur sa jument et Élise sur un hongrebé fraîchement acquis, les murmures les accompagnèrent. Les habitants secouaient la tête, convaincus qu'Antoine Rochefort venait d'inviter le malheur sur son exploitation florissante. « Il croit que je suis maudite, » dit doucement Élise, alors que la ville disparaissait derrière eux. « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, » répondit Antoine. « Au ranch des Cèdres, vous ne serez jugé que sur votre caractère et votre travail. » Élise garda le silence un long moment avant de reprendre. « Mon frère n'a pas toujours été cruel. Après la mort de nos parents, emportés par la fièvre l'hiver dernier, tout a changé. La ferme déclinait. Il s'est mis à boire. Il a fini par se convaincre que j'étais la cause de ses infortunes. » Antoine hocha la tête. « Le chagrin pousse parfois les hommes à chercher des coupables, même imaginaires. Mais tout cela est derrière vous. » Lorsqu'ils franchirent la dernière colline, le domaine apparut.
Une belle maison principale, une grange robuste, un dortoir pour les ouvriers et de vastes pâturages où le bétail formait des taches sombres sur le paysage. Deux garçons de ferme levèrent les yeux de la clôture qu'ils réparaient, la curiosité peinte sur leur visage à la vue d'Élise. « Bienvenue chez vous », dit Antoine en approchant de la maison. « Ce n'est pas un palais, mais c'est paisible et sûr. » Élise descendit de cheval avec précaution, les jambes chancelantes. « Merci, monsieur Rochefort. Je travaillerai dur pour rembourser votre bonté. »« Antoine, corrigea-t-il avec un léger sourire. Monsieur Rochefort, c'était mon père. » Ce soir-là, après avoir installé Élise dans une petite chambre propre à l'arrière de la maison, Antoine s'assit sous son porche, s'interrogeant sur cette décision impulsive. La résilience de la jeune femme l'avait ému. Peut-être lui rappelait-elle ses propres luttes lorsqu'il était arrivé sur ce territoire, seul et déterminé à bâtir quelque chose à partir de rien. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel d'orange et de pourpre, Antoine ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, un chemin qui pourrait mener à quelque chose d'extraordinaire. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine au-dessus des crêtes lorsque Élise se réveilla en sursaut. Un instant désorientée par ce cadre inconnu, elle réalisa que la petite chambre, avec ses meubles en bois simple et ses draps frais, contrastait violemment avec les conditions sordides qu'elle endurait depuis des mois. Elle effleura les marques qui s'estompaient sur ses chevilles, souvenir des chaînes qui la liaient encore la veille. Se levant rapidement, elle se lava le visage dans la bassine, enfila les vêtements propres qu'Antoine lui avait fournis, simples mais de bonne facture, et se dirigea vers la cuisine. Elle était déterminée à prouver sa valeur sans attendre. Lorsqu'Antoine entra dans la pièce 1 heure plus tard, une cafetière fumait déjà. Des petits pains dorés au four, et Élise faisait frire du lard et des œufs avec des gestes assurés. « Vous n'étiez pas obligé de commencer si tôt, » dit Antoine, surpris par la métamorphose domestique de sa cuisine habituellement austère. « Je le voulais, » répondit simplement Élise en lui servant une assiette. « C'est la moindre des choses. » Antoine croqua dans un petit pain et hocha la tête avec appréciation. « C'est meilleur que tout ce que j'ai pu manger depuis des années. » Une ombre de sourire effleura les lèvres d'Élise, le premier qu'Antoine voyait. « Ma mère m'a appris. » Un soir, alors qu'Antoine revenait de l'inspection des pâturages du Nord, il trouva Élise assise sous le porche, occupée à raccommoder l'une de ses chemises avec une précision d'orfèvre. Le soleil couchant baignait ses traits d'une lueur dorée, et Antoine fut frappé par le changement qui s'était opéré en elle. Ses joues avaient repris des couleurs, ses cheveux autrefois ternes brillaient désormais d'un éclat sombre, soigneusement tressé dans son dos. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil voisin. Elle acquiesça d'un signe de tête. Après un silence confortable, elle prit la parole. « J'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Le potager derrière la maison, il est en friche, envahi par les herbes folles, mais la terre y est riche. Avec un peu d'effort, il pourrait produire assez pour nourrir tout le monde durant l'hiver. » Un sourire mélancolique étira les lèvres d'Antoine. « C'est ma femme qui avait tracé ces sillons. Après sa mort en couche, il y a 7 ans, je n'ai jamais eu le cœur de m'en occuper. Notre fille n'a pas survécu non plus. » L'aiguille d'Élise se figea en plein vol. « Je suis tellement désolé, Antoine. Je l'ignorais. »« Comment auriez-vous pu le savoir ?» répondit-il doucement. « Ce n'est pas un sujet que j'aborde volontiers. »« Est-ce pour cela que vous m'avez aidé ?» demanda-t-elle d'une voix feutrée. « Parce que vous savez ce que c'est que de tout perdre ?» Antoine pesa sa réponse, le regard perdu vers l'horizon. « Peut-être, ou peut-être simplement que je ne pouvais pas rester spectateur d'une injustice. Quoi qu'il en soit, je ne le regrette pas. » Le lendemain matin, Antoine découvrit Élise déjà à l'œuvre dans l'ancien jardin, arrachant les mauvaises herbes et retournant la terre noire. Sans un mot, il alla chercher une bêche et se mit au travail à ses côtés. Il laboure ainsi dans un silence complice jusqu'à ce que le soleil de midi devienne trop brûlant. Au fil des semaines qui se muèrent en mois, le ranch des Cèdres prospéra sous l'attention méticuleuse d'Élise. Le potager ressuscité offrait des légumes frais qui amélioraient grandement l'ordinaire. Antoine remarqua que même les ouvriers travaillaient avec plus d'ardeur, sans doute motivés par la qualité des repas et l'atmosphère apaisée qu'Élise avait su instaurer. Cependant,
Tout le monde ne voyait pas sa présence d'un bon œil. Lorsqu'Antoine l'emmena en ville un samedi pour le ravitaillement, des murmures insidieux les escortèrent jusqu'à l'épicerie générale. Madame Vernier, l'épouse du commerçant, laissa délibérément tomber les achats d'Élise sur le sol poussiéreux au lieu de les lui remettre en main propre. « Nous ne servons pas ce qui ferait avec les forces obscures dans cet établissement », siffla la mégère. Avant qu'Élise ne puisse réagir, Antoine s'interposa, sa stature imposante dominant le comptoir. « Madame Vernier, nous nous connaissons depuis 15 ans. Vous savez que je suis un homme droit et craignant Dieu. Mademoiselle Élise est sous ma protection et à mon emploi, et je me porte garant de sa moralité. Ces rumeurs ne sont que des calomnies malveillantes. » La femme vacilla sous le regard d'acier d'Antoine, mais tenta une dernière pique. « Mais son propre frère a dit, son frère était un homme cruel qui l'a maltraité, » coupa fermement Antoine. « Je ne tolérerai pas que de braves gens perpétuent ces mensonges. » Sur le chemin du retour, Élise resta silencieuse, le visage assombri. « Ne laissez pas leur ignorance vous atteindre, » finit par dire Antoine. « Les esprits étroits craignent ce qui les dépasse. » « Ce n'est pas cela, » répondit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le claquement des sabots. « J'ai peur que ces rumeurs n'entachent votre réputation. Peut-être devrais-je partir, trouver du travail ailleurs ?» Antoine tira sur les rênes, forçant sa monture et celle d'Élise à s'arrêter. « Est-ce ce que vous voulez, partir ?» Élise soutint son regard, ses yeux clairs sondant son âme. « Non, » admit-elle. Pour la première fois depuis la mort de mes parents, je me sens en sécurité, comme si j'étais à ma place. Alors la question est réglée, trancha Antoine. Le ranch des Cèdres est votre maison aussi longtemps que vous le souhaiterez. Laissez les commères jacasser, elles trouveront bientôt un autre os à ronger. Cette nuit-là, un violent orage balaya les plaines. Élise, debout à sa fenêtre, regardait les éclairs zébrer le paysage. La pluie tombait comme une bénédiction après des semaines de sécheresse, mais un coup de tonnerre particulièrement violent la fit sursauter. En un instant, elle fut projetée dans le passé, revivant les nuits d'angoisse dans le chariot de son frère, enchaînée et exposée aux éléments. Elle entoura ses épaules de ses bras, luttant contre les souvenirs qui affluaient. On toqua doucement à sa porte, la ramenant au présent. Antoine se tenait là, une tasse fumante à la main. « J'ai pensé que ceci vous ferait du bien, » dit-il en lui tendant la tasse. « Les orages peuvent être éprouvants. » Élise accepta l'offrande avec gratitude. « Merci. Pas seulement pour le thé, pour tout. » Antoine hocha la tête, saisissant la portée de ses mots. Alors qu'il se tournait pour partir, elle le retint. « Antoine, je n'ai jamais cru être maudite, mais parfois, il se passe des choses étranges autour de moi que je ne peux expliquer. » Il s'arrêta, la regardant avec curiosité plutôt qu'avec crainte. « Quel genre de choses ?» Élise hésita, puis secoua la tête. « Ce n'est rien, probablement juste mon imagination. » Mais lorsqu'Antoine lui eut souhaité bonne nuit, Élise retourna à la fenêtre, observant l'orage s'éloigner vers l'est. Ce qu'elle avait eu, c'était comment, enfant, elle savait parfois les choses avant qu'elles n'arrivent. Comme ce jour où elle avait supplié ses parents de ne pas aller en ville, ayant rêvé d'un accident pour ne récolter que leur incrédulité. L'accident s'était produit, exactement comme elle l'avait vu. Elle but une gorgée de thé, se demandant si elle aurait un jour le courage de partager ce fardeau avec Antoine. Pour l'heure, la paix fragile qu'elle avait trouvée ici était trop précieuse pour être risquée. L'automne para les paysages de l'Ouest de teintes flamboyantes, or et pourpre, alors que le ranch se préparait pour l'hiver. La récolte du jardin d'Élise avait été abondante. Des rangées de bocaux colorés s'alignaient désormais sur les étagères du cellier. Le bétail avait été descendu vers les pâturages de la vallée et les réparations des bâtiments touchaient à leur fin. Antoine observait Élise depuis l'enclos alors qu'elle étendait le linge, ses mouvements gracieux et efficaces. En 4 mois, elle avait transformé non seulement sa maison, mais aussi, il devait se l'avouer, son cœur. La solitude, qui était sa compagne constante depuis la mort de Marie,
avait reculé face à la lumière qu'Élise irradiait. « Tu en pinces pour elle, pas vrai ?» La voix rocailleuse du vieux Jacques interrompit ses pensées. Antoine se tourna pour trouver le cuisinier appuyé contre la clôture, un sourire complice plissant son visage tanné. « C'est une excellente gouvernante, » répondit Antoine, évasif. Jacques gloussa. « Je suis vieux, pas aveugle. La façon dont tu la regardes en dit long. » Avant qu'Antoine ne puisse répliquer, des cris s'élevèrent depuis la route principale. 2 cavaliers approchaient au grand galop, l'un d'eux faisant de grands signes. « Au feu, c'est chez les Dujardin !» hurla Lucas, l'un des plus jeunes garçons de ferme. « Ils demandent de l'aide !» Avec ce vent, ça se propage à toute vitesse. Antoine réagit au quart de tour, ordonnant aux hommes de rassembler pelles et couvertures de laine. La ferme des Dujardin se trouvait à 5 kilomètres à l'est, et un incendie de prairie pouvait dévaster toute la région s'il n'était pas contenu. Alors que les hommes scellaient leurs montures, Élise s'approcha d'Antoine, le visage déterminé. « Je viens avec vous. »« C'est trop dangereux, » objecta Antoine. « Je peux m'occuper des enfants et des blessés, » insista-t-elle. « Madame Dujardin a 4 petits. Elle aura besoin de toute l'aide possible. » Reconnaissant la justesse de ses propos, Antoine acquiesça à contre-cœur. « Restez loin des flammes et obéissez à mes ordres sans discuter. » Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme des Dujardin, le chaos régnait en maître. La grange n'était plus qu'un brasier rugissant, et les flammes léchaient déjà les champs voisins, menaçant de s'étendre davantage. Des hommes venus des exploitations alentours formaient déjà une chaîne humaine, se passant des seaux d'eau, tandis que d'autres creusaient frénétiquement des pare-feux. Antoine se jeta immédiatement dans la mêlée, rejoignant la ligne de défense contre le brasier. Élise, quant à elle, se précipita vers la maison principale où Sarah Dujardin, les traits tirés par l'angoisse, tentait de calmer ses enfants terrifiés tout en essayant de bander les mains brûlées de son mari. « Élise !» s'exclama Sarah avec un soulagement palpable. « Dieu soit loué, vous êtes là !» Sans perdre un instant, Élise prit les choses en main. Elle envoya l'aîné chercher de l'eau claire, prépara un cataplasme apaisant pour les brûlures de Monsieur Dujardin et rassembla les plus jeunes dans une pièce centrale, loin des fenêtres qui offraient le spectacle effrayant de l'enfer extérieur. Les heures s'égrenèrent, lourdes et brûlantes, alors que les hommes luttaient contre un ennemi implacable. Le vent, capricieux, changeait sans cesse de direction, rendant leur tâche harassante. À la tombée de la nuit, l'épuisement se lisait sur tous les visages. Mais le feu continuait sa progression inexorable vers l'habitation. Antoine entra dans la maison pour un bref répit, le visage noirci de suie et les yeux rougis par la fumée. « Nous perdons du terrain », annonça-t-il sombrement à Élise. « La maison ne pourra peut-être pas être sauvée. Il faut préparer l'évacuation. » Élise hocha la tête, rassemblant déjà les quelques biens essentiels de la famille. Soudain, alors qu'elle pliait une couverture, une sensation étrange l'envahit. C'était ce même sentiment qu'elle avait éprouvé par le passé avant des événements majeurs. Une certitude absolue, presque une vision, s'imposa à son esprit. « Le vent va tourner », dit-elle soudainement, la voix lointaine. « D'ici 1 heure, il soufflera du nord et amènera la pluie. » Antoine la fixa, la confusion se mêlant à la fatigue sur ses traits tirés. « Le ciel est dégagé, Élise. Le shérif Bastien vient d'arriver de la ville, il n'a vu aucun nuage. Le baromètre n'a pas bougé. » Élise soutint son regard, hésitante mais inébranlable. « Je sais que cela semble impossible, mais je sais que cela va arriver. N'abandonnez pas les tranchées du côté nord. » Quelque chose dans sa conviction fit hésiter Antoine. Au lieu de rejeter ses paroles, il étudia son visage avec intensité. « Est-ce l'une de ces choses dont vous parliez, ces choses que vous ne pouvez expliquer ?» Elle acquiesça lentement. « Parfois, je sais, c'est tout. Mon frère appelait cela une malédiction, surtout quand son cheval préféré est mort après que je l'ai averti de ne pas le faire courir. Mes parents mettaient cela sur le compte de l'imagination ou du hasard. J'ignore ce que c'est, mais ce sentiment ne m'a jamais trompé. » Loin de la peur ou du scepticisme, Antoine ne montra qu'une considération pensive. « Je dirais aux hommes de maintenir la ligne nord, » conclut-il, « pas à cause d'une prémonition, mais parce qu'il est prudent de parer à toute éventualité. » 45 minutes plus tard, alors que les volontaires atteignaient leurs limites physiques, le vent tomba brusquement, avant de virer,
repoussant les flammes vers les zones déjà calcinées. Dans les minutes qui suivirent, de lourds nuages noirs s'amoncelèrent venant du nord. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis en une averse salvatrice qui acheva d'étouffer les derniers foyers. Les hommes poussèrent des cris de joie face à ce salut inespéré, louant la providence divine. Seul Antoine se tourna vers la maison où Élise se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression oscillant entre le soulagement et l'appréhension. Le trajet de retour vers le ranch des Cèdres le lendemain matin se fit dans un silence quasi religieux, les ouvriers étant trop épuisés pour converser. Ce n'est qu'une fois seul dans la cuisine qu'Antoine aborda le sujet. « Vous saviez ?» dit-il simplement, observant Élise préparer le café avec des mains légèrement tremblantes. « Oui, » admit-elle sans oser le regarder. « Cela m'arrive depuis toujours. Je sais des choses que je ne devrais pas savoir. Après la mort de mes parents, mon frère s'est convaincu que c'était l'œuvre du diable, une malédiction. » Antoine accepta la tasse qu'elle lui tendait, ses doigts effleurant brièvement les siens. « Je ne crois pas aux malédictions, Élise. Je crois au mystère de la création. Certains reçoivent des dons qu'ils ne comprennent pas. »« Un don ?» répéta-t-elle en levant enfin les yeux vers lui. « Je n'ai jamais vu les choses ainsi. » « Comment appelleriez-vous autrement la capacité de sauver des vies et des biens par un avertissement opportun ?» demanda Antoine avec douceur. « Ce qui compte, ce n'est pas la capacité elle-même, mais l'usage qu'on en fait. » Les yeux d'Élise s'embuèrent. Personne ne l'avait jamais perçu de cette manière. Antoine tendit la main par-dessus la table, enveloppant celle d'Élise dans la sienne. « Je vous vois, Élise, telle que vous êtes. Et il n'y a rien en vous qui soit effrayant. » À cet instant, l'air entre eux changea, chargé d'une reconnaissance mutuelle et de sentiments qui germaient en silence depuis des mois. Des sentiments qu'aucun des deux n'avait encore osé nommer. Le moment fut brisé par un tumulte dans la cour. Antoine relâcha la main d'Élise à contre-cœur et sortit pour voir de quoi il retournait. Le shérif Bastien et 3 autres hommes de la ville, dont le curé, le père Clément, venaient de mettre pied à terre. « Antoine Rochefort !» appela le shérif, le visage grave. « Nous devons vous parler, à vous et à la fille. » Antoine s'avança sur le porche, adoptant une posture protectrice. « Qu'est-ce qui vous amène sur mes terres, messieurs ?» Le père Clément prit la parole, son visage habituellement bienveillant durci par une conviction rigide. « Le bruit court sur ce qui s'est passé à l'incendie des Dujardins. Un ciel clair qui apporte soudainement la pluie au moment précis où tout semblait perdu. Les prédictions étranges de cette femme, tout cela sans l'influence contre nature. »« C'était la providence, mon père, » répondit Antoine calmement. « Un homme de Dieu devrait reconnaître un miracle quand il en voit un. »« Miracle ou sorcellerie, c'est ce que nous devons déterminer, » interjeta le shérif Bastien. « Nous avons eu des rapports sur des événements bizarres depuis son arrivée. Des récoltes trop abondantes, des bêtes sauvages qui s'apaisent à son contact, et maintenant ceci. Le conseil municipal s'inquiète. » Élise apparut sur le porche, pâle mais digne. « De quoi m'accusez-vous exactement, shérif ? » « Personne ne lance d'accusation pour l'instant, » répliqua Bastien, bien que son ton suggérât le contraire. « Mais le conseil demande à ce que vous veniez en ville pour répondre à quelques questions, juste pour éclaircir la situation. » Antoine fit un pas en avant, bloquant l'accès à Élise. « Elle est sous ma protection. Si vous avez des questions, posez-les ici. » L'un des autres hommes, M. Lefebvre, le banquier, intervint. « Antoine, soyez raisonnable. Il y a des procédures pour ce genre de choses. Nous sommes des gens civilisés, pas une foule en colère. » « Les gens civilisés ne persécutent pas une femme pour son intuition, » rétorqua Antoine. La tension fut rompue par l'arrivée fracassante de Paul Dujardin, ses mains encore lourdement bandées. « Que se passe-t-il ici ?» tonna-t-il. Lorsque le père Clément expliqua le but de leur visite, Paul explosa de colère. « Avez-vous tous perdu la raison ? Cette femme a aidé à sauver ma famille et ma maison hier. Pendant que vous étiez bien au chaud en ville, elle soignait mes enfants et mes blessures. Si elle a le don de prévoir le temps, j'appelle cela une bénédiction, pas de la sorcellerie. » Sa défense passionnée créa un silence pesant. Le shérif Bastien tripota nerveusement le bord de son chapeau.
Nous ne faisons que répondre aux inquiétudes, Paul. Il n'y a pas de mal à poser quelques questions. Alors, posez-les un autre jour, répliqua fermement Paul. Après un repos convenable et avec respect, pas en débarquant ici comme une milice. Les hommes de la ville échangèrent des regards, leur certitude vacillant visiblement. Finalement, le père Clément s'éclaircit la gorge. Peut-être avons-nous été hâtifs. Mademoiselle Élise, je vous présente mes excuses si notre approche vous a causé de la détresse. Accepteriez-vous de vous entretenir avec moi en privé dans la semaine? Simplement pour faire taire ces rumeurs? Élise acquiesça d'un hochement de tête. Je n'ai rien à cacher, mon père. Alors que le groupe s'éloignait, Antoine posa une main protectrice sur l'épaule d'Élise. Vous allez bien? Elle s'appuya légèrement contre lui. Ça ira. Mais Antoine, c'est exactement ce que je craignais. Ma présence attire les ennuis à votre porte. Non, affirma Antoine. L'ignorance et la peur attirent les ennuis. Vous n'apportez que la lumière. Il hésita, puis ajouta doucement. Et l'espoir. Une chose que je pensais avoir perdue à jamais. Les yeux d'Élise rencontrèrent les siens. Un monde de sentiments inexprimés passant entre eux. Quels que soient les défis à venir, ils y feraient face ensemble. La première neige de l'hiver tombait doucement derrière les vitraux de l'église, alors qu'Élise, nerveuse, était assise au premier rang. Après des semaines d'entretien privé avec le père Clément, ce jour allait déterminer une fois pour toutes sa place au sein de la communauté. Le conseil municipal avait convoqué une assemblée extraordinaire pour discuter des circonstances particulières entourant la gouvernante d'Antoine Rochefort. Antoine était assis près d'elle, sa présence solide étant un réconfort alors que les habitants pénétraient dans l'édifice. Leurs regards curieux et leurs chuchotements suivant Élise comme des ombres. La famille du jardin entra et vint s'asseoir délibérément juste derrière eux. Une manifestation silencieuse de soutien qui fit monter les larmes aux yeux d'Élise. « Ne craignez rien, murmura Antoine en effleurant sa main. La vérité est un roc contre lequel la médisance se brise. » Le père Clément ouvrit la séance, sa voix résonnant dans l'église comble. « Mes amis, mes voisins, nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre aux préoccupations concernant mademoiselle Élise et les événements inhabituels que certains ont attribués à sa présence parmi nous. » Le shérif Bastien s'avança. « Soyons clairs. Il y a eu des accusations d'influence contre nature, des récoltes dépassant les espérances, des animaux au comportement étrange en sa présence, et une météo changeant exactement selon ses prédictions. » Élise sentit des dizaines de regards peser sur elle, certains soupçonneux, d'autres simplement curieux. Elle garda la tête haute, puisant sa force dans le soutien indéfectible d'Antoine. « Avant de poursuivre, déclara le père Clément, je souhaite partager mes observations. Après plusieurs semaines d'échanges avec mademoiselle Élise, j'ai découvert une femme d'une foi sincère, d'un caractère honnête et d'une perception remarquable, et non une adepte de pratiques obscures. » Un murmure parcourut l'assemblée. « La Bible nous enseigne que le Seigneur accorde des dons différents à chacun, poursuivit le prêtre. Certains reçoivent la sagesse, d'autres le don de guérison, d'autres encore le discernement des esprits. À mon sens, mademoiselle Élise possède une sensibilité rare envers le monde naturel. Un don, pas une malédiction. » Madame Vernier se leva brusquement. Mais son propre frère a affirmé qu'elle était maudite. Il l'a vendue à cause de cela. Un frère qui était plus souvent ivre que sobre, contra Paul Dujardin en se levant à son tour. Un homme qui avait besoin d'un bouc émissaire pour ses propres échecs. Antoine se leva ensuite. « Je connais Élise depuis près de 6 mois. Durant ce temps, elle n'a apporté que du bien à mon ranch et à cette communauté. Elle a sauvé la famille Dujardin grâce à son avertissement lors de l'incendie. Elle a enseigné au vieux Jacques des remèdes qui ont guéri la jambe infectée de Benoît, alors que le médecin avait perdu espoir. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. « Ce dont j'ai été témoin n'est pas de la sorcellerie, mais une intuition remarquable, une connexion à la création que peu d'entre nous comprennent. Je la soutiens sans la moindre réserve. » Élise fut submergée par l'émotion face à cette défense. Pour la première fois de sa vie,
quelqu'un voyait ses capacités non comme quelque chose d'effrayant, mais comme une qualité. Le père Clément hocha la tête avec appréciation. Merci, Antoine. À présent, mademoiselle Élise, souhaitez-vous vous exprimer ? Se levant lentement, Élise fit face à cette communauté qu'il avait crainte et calomniée pendant des mois. Sa voix était calme, mais claire. Je ne peux expliquer pourquoi je sais parfois les choses avant qu'elles n'arrivent. Toute ma vie, j'ai eu des moments de certitude, des sentiments si forts qu'ils ne peuvent être ignorés. Mes parents ne le comprenaient pas. Mon frère en avait peur. Mais je n'ai jamais utilisé cette conscience pour nuire, seulement pour aider quand je le pouvais. Elle parcourut les visages qui l'observaient. Je comprends votre prudence. L'inconnu est souvent effrayant. Mais je vous demande de me juger sur mes actes et non sur des rumeurs ou des peurs. Un moment de silence suivit ces paroles. Puis, de manière inattendue, Sarah Dujardin se leva, son plus jeune enfant dans les bras. Lorsque le feu menaçait notre maison, cette femme a su exactement quoi faire pour les brûlures de mon mari avant l'arrivée du docteur. Elle a calmé mes enfants quand j'étais trop bouleversé pour penser clairement. Et oui, elle a prédit la pluie qui a sauvé notre ferme. Si c'est cela une malédiction, alors Saint-Sauveur a besoin de plus de gens maudits. Un à un, d'autres se levèrent. Le vieux Jacques raconta comment Élise avait su exactement quelles herbes soigneraient l'infection de Benoît. Benoît lui-même témoigna de sa guérison miraculeuse. Même le jeune Lucas évoqua comment les chevaux nerveux s'apaisaient à son approche, permettant leur débourrage en 2 fois moins de temps. Au fil des témoignages, Élise sentit un poids s'envoler de ses épaules, le fardeau du secret et de la peur qu'elle portait depuis l'enfance. Finalement, le père Clément s'adressa de nouveau à la congrégation. Il me semble évident que, quel que soit le don que possède mademoiselle Élise, il n'a été utilisé que pour le bien de notre communauté. Les Écritures nous disent d'éprouver les esprits et que c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Les fruits dont j'ai été témoin sont la guérison, la compassion et le service. Il se tourna vers les membres du conseil municipal assis au premier rang. Je propose que nous accueillions formellement Élise comme membre à part entière de notre communauté, avec tous les droits et la protection que cela implique. Le vote fut presque unanime. Seule Madame Vernier et 2 autres personnes s'abstinrent. Alors que les gens commençaient à se disperser, beaucoup s'approchèrent d'Élise avec des sourires et des poignées de main, là où, auparavant, il n'y avait eu que suspicion. Antoine l'observa avec une fierté silencieuse, alors qu'elle acceptait gracieusement leur bienvenue tardive. La couche de neige s'était épaissie lorsqu'ils se préparèrent à retourner au ranch. Antoine aida Élise à monter en selle, ses mains s'attardant un instant sur sa taille. « Vous avez été magnifique », dit-il doucement. « Vous avez tenu bon avec tant de dignité. » Élise sourit, l'émotion rendant sa voix instable. « Je n'aurais pas pu le faire si vous n'aviez pas cru en moi le premier. » Alors qu'ils chevauchaient à travers le paysage immaculé, un silence confortable s'installa entre eux. Le ranch des Cèdres apparut juste au moment où le soleil couchant perçait brièvement les nuages, projetant une lumière dorée sur les bâtiments couverts de neige. « On dirait une peinture », observa Élise, en arrêtant son cheval pour admirer la scène. Antoine mit pied à terre et s'approcha d'elle. « Élise, dit-il, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Je dois vous poser une question importante. » Elle baissa les yeux vers lui, son cœur s'emballant soudainement. « Ces derniers mois avec vous m'ont montré ce qui manquait à ma vie, poursuivit-il, la voix rauque d'émotion. Vous avez ramené la lumière dans ma maison et dans mon cœur. Je ne pensais plus jamais pouvoir ressentir cela après la mort de Marie. » Il prit sa main. « Je ne vous demande pas de la remplacer. Personne ne le pourrait. Mais je vous demande si vous envisageriez de construire un nouvel avenir avec moi, en tant que mon épouse et non ma gouvernante. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « En êtes-vous certain ? Après tout ça, les rumeurs, mes étranges capacités ? » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » répondit Antoine avec fermeté. « Votre don fait partie de qui vous êtes, et j'aime tout de vous. La force qui vous a permis de survivre à la cruauté de votre frère, la bonté que vous montrez à chacun, le courage dont vous avez fait preuve aujourd'hui. » Il pressa doucement sa main. « Voulez-vous m'épouser, Élise ?
Voulez-vous faire du ranch des Cèdres votre véritable foyer ?» Élise glissa de son cheval pour atterrir dans ses bras ouverts. « Oui, murmura-t-elle contre son torse, 1000 fois oui. » Antoine la serra contre lui, le cœur plus comblé qu'il ne l'aurait cru possible. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière déclinante, un sentiment de plénitude absolue les envahit tous les deux. Le printemps arriva tôt à Saint-Sauveur cette année-là. Le mariage eut lieu dans la même église où Élise avait dû se défendre, désormais remplie de fleurs et d'amis. Le père Clément rayonnait en les déclarant mari et femme, et même madame Vernier offrit des félicitations réticentes lors de la réception. À la tombée du soir, Antoine guida son épouse sur le porche de leur maison. Leur foyer, désormais en vérité comme en esprit, le domaine s'étendait devant eux. Le bétail paissait paisiblement au loin. Les arbres fruitiers du verger qu'Élise avait planté étaient en fleurs. « Le sais-tu » demanda doucement Élise, s'appuyant contre l'étreinte de son mari. « Sentir quoi » demanda Antoine en enfouissant son visage dans ses cheveux. « La vie » répondit-elle simplement. « Tout autour de nous, qui grandit, qui change, qui devient plus qu'elle n'était avant. » Elle plaça la main d'Antoine sur son ventre encore plat. Juste comme ici. Antoine se figea, puis la tourna pour lui faire face, son expression mêlant choc et joie pure. « En es-tu certaine ?» Élise hocha la tête, son sourire radieux. « Je le sais avec la même certitude que je savais que la pluie viendrait ce jour-là. Une nouvelle vie, Antoine. Notre miracle. » Alors qu'il la soulevait dans ses bras, des larmes de joie coulant sur ses joues tannées, Antoine remercia silencieusement le ciel pour ce jour où il avait décidé de secourir une fille supposément maudite et enchaînée pour découvrir à la place la plus grande bénédiction de son existence. Le miracle, réalisa-t-il, n'était pas les capacités mystérieuses d'Élise. Le véritable miracle avait été de trouver l'amour alors que tout espoir semblait perdu, et d'avoir eu le courage de l'embrasser malgré la peur et l'incertitude. C'était là le véritable don qu'ils transmettraient à leur enfant. Avec l'héritage du ranch des Cèdres et l'histoire d'une communauté qui avait appris à voir au-delà de ses peurs pour reconnaître la grâce en son sein.